BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort. Merci, Rudy Vervoort, d'être avec nous, d'être le premier invité politique de cette année qui va commencer avec la vaccination dans les maisons de repos. Donc, plus d'une cinquantaine de maisons de repos seront concernées dès cette semaine en région bruxelloise. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année ? En tout cas, c'est la lueur d'espoir collective qui enfin apparaît. Donc, c'est sûr que là, maintenant, c'est un défi logistique qu'il va falloir relever, à la fois en termes de livraison et puis en termes de vaccination. La stratégie de vaccination a été déterminée à l'échelle fédérale, en concertation entre tous les niveaux de pouvoir. Et donc, on commence effectivement avec les maisons de repos, suivra le personnel des maisons de repos, le personnel médical, et puis après les personnes âgées, les groupes à risque, les fonctions essentielles. Donc voilà, maintenant, on sait que ce défi, il est à l'échelle mondiale et on voit que c'est un défi, on n'a jamais connu une telle campagne de vaccination dans le monde. Donc il faut croiser les doigts, mais je pense que c'est effectivement une lueur d'espoir. Oui, alors cette vaccination, elle ne va pas effacer le Covid-19 ou la Covid-19 du jour au lendemain. On sait qu'on va reprendre graduellement le contrôle de la situation. Il y aura un comité de concertation vendredi. Est-ce que lors de ce comité de concertation, on va pouvoir parler d'assouplissement, d'allègement des mesures ou c'est beaucoup trop tôt ? J'ai en tout cas quelques doutes au vu de la situation sanitaire. Je pense que même si les chiffres sont encourageants, on est encore loin, je dirais, d'une situation qui permettrait un relâchement généralisé. Donc, je pense qu'il faut rester concentré sur les mesures qui sont prises, s'assurer que le retour des vacances soit bien suivi de quarantaine obligatoire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles flambées dans les semaines qui viennent. Oui, donc on est actuellement aux alentours de 1500 contaminations par jour à l'échelle du Royaume. Le cap fixé pour l'assouplissement, c'est 800, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Vous venez de faire référence au contrôle des quarantaines. Le ministre de la Santé fédéral, Frank Van Den Broek, a répété ce matin que c'était de la compétence des régions et que les 3 gouvernements régionaux s'étaient engagés à contrôler les quarantaines. Vous confirmez, il y aura des contrôles pour ceux qui viennent de rentrer du zone rouge et qui doivent théoriquement rester chez eux? Oui, il y aura du contrôle. Il y a du personnel qui est dédicacé à cet effet. Je pense plus d'une quarantaine de personnes qui seront sur le terrain pour vérifier l'effectivité de la quarantaine. Oui. Et on risque quoi si on ne respecte pas sa quarantaine ? On risque d'abord d'avoir une amende et donc effectivement on n'est pas là non plus, on n'a pas la capacité et heureusement d'ailleurs d'enfermer les gens. La question n'est pas là, c'est de faire appel à la responsabilité de tout un chacun dans le respect des règles et je crois que aujourd'hui c'est indispensable et donc ce personnel est là pour cela. Ouais. Ça veut dire qu'on risque une amende. On a longtemps eu le sentiment qu'on ne voulait pas réellement contrôler les quarantaines et aller jusqu'à sonner chez les gens, vérifier qu'ils étaient là, ou même leur dire qu'ils risquaient une amende s'ils ne répondaient pas au téléphone. On a un peu changé de registre là ou pas ? Oui, mais le but n'est pas là. Moi, je pense qu'il faut toujours, à la fois, c'est de respecter les consignes. C'est un effort collectif qui est demandé. Donc, le but n'est pas d'infliger des amendes. Le but, c'est de faire en sorte que les gens respectent les règles. Maintenant, s'ils ne les respectent pas, c'est certain qu'ils mettent en danger surtout la vie des autres. Ouais. Une dernière question sur ce comité de concertation. S'il est trop tôt pour discuter d'assouplissement, on va discuter de quoi ? Et par exemple, pour la région bruxelloise, où on a des mesures comme le couvre-feu, l'interdiction de boire de l'alcool en rue, qui sont des mesures qui théoriquement sont valables jusqu'à la mi-janvier. On va devoir les prolonger à l'issue de ce comité de concertation, de ce comité de sécurité ? De toute manière, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se décide, ce sera décidé au niveau bruxellois, puisque comme vous le savez, nous pouvons prendre des mesures complémentaires à celles décidées par le fédéral. On fera une évaluation d'une série de mesures. Maintenant, je pense qu'elles ont en tout cas fait leur preuve. Tout ne se joue pas sur les mesures prises, je dirais, les mesures complémentaires bruxelloises, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les chiffres à Bruxelles sont parmi les meilleurs. Et donc, ce serait dommage, à nouveau, au travers d'un relâchement, d'avoir une augmentation qui nous serait reprochée. Mais ça veut dire que le couvre-feu risque d'être prolongé au-delà du 15 janvier.
Ça fait partie des mesures qui pourraient être prolongées. Elles ne vont pas être prolongées indéfiniment. Il faut toujours viser la proportionnalité de la mesure avec la situation sanitaire. Mais bon, on ne peut pas exclure une prolongation. Mais l'intention n'est pas de prolonger ça indéfiniment, comme je l'ai dit. Si les chiffres continuent à baisser, c'est peut-être une des mesures qu'on pourra alors à ce moment-là aligner sur ce qui est décidé au niveau fédéral. Alors, je voudrais vous entendre, Olivier Vervoort, sur les enjeux économiques aussi, parce qu'on sait qu'on a une économie qui est un petit peu sous cloche en ce moment avec le chômage temporaire, le droit passerelle, le moratoire sur les faillites, mais qu'à un moment, on va devoir lever la cloche. Vous êtes inquiet sur ce qui va se passer en région bruxelloise en 2021 ? Oui, je suis inquiet parce que tout le monde le sait, ce sont les secteurs économiques qui font vivre les villes, ce sont ceux qui ont été les plus impactés. C'est l'ORECA, c'est l'événementiel, c'est le tourisme. Et donc tous ces secteurs, effectivement, comme vous le dites si bien, sont un peu sous cloche, mais à un moment donné, il va bien falloir lever les mesures. Et donc on verra l'étendue des dégâts. Je ne vais pas dire que ce sera catastrophique, mais ce sera effectivement une période très difficile à passer. Nous allons encore continuer, je dirais, de mettre en œuvre une série d'aides, mais elles ont leurs limites et on sait bien que la reprise sera extrêmement compliquée pour tous ces secteurs parce qu'au-delà du moment où on pourra les rouvrir, il faudra aussi rétablir la confiance pour faire en sorte que le public, je dirais, à nouveau participe à ces activités, que les touristes reviennent, ce ne sera pas une mince affaire. Est-ce qu'il va falloir des aides supplémentaires, encore une fois, de la région bruxelloise ? Oui. On sait qu'il y a eu beaucoup d'aides déjà, mais qu'on est peut-être à la limite budgétaire de ce qu'on peut faire. Est-ce que, par exemple, pour les métiers de contact, je pense aux coiffeurs qui risquent de rester fermés encore pendant quelques semaines, est-ce qu'il y aura une aide supplémentaire ? Est-ce que, par exemple, pour le secteur, vous avez parlé du tourisme, mais on sait que la plupart des hôtels sont aujourd'hui fermés et qu'il y en a beaucoup qui sont dans des grandes difficultés financières, tous ceux qui vivent du tourisme, des congrès, tous ces secteurs-là, il y aura encore des aides, la culture aussi ? Oui, il y aura encore en tout cas au niveau de l'ORECA certainement, il y a eu un appel qui a été lancé, donc qui s'est clôturé la semaine dernière, et on évaluera, et donc effectivement le gouvernement, moi je n'exclus pas qu'il faille encore de nouvelles mesures complémentaires. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, si on voit, je dirais, l'issue positive de ne pas continuer à supporter des secteurs qui sont... Vous avez encore les moyens, Rudy Vervoort, parce que le budget a été voté courant décembre par le Parlement. On a le sentiment qu'on est un petit peu à l'os. Oui, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être à l'os. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que les moyens étant ce qu'ils sont, on arrête là. Non, je pense qu'il va falloir continuer à développer des mesures qui seront sans doute des mesures plus ciblées, des mesures plus proportionnelles aussi, donc moins des primes forfaitaires, ça c'est évident, mieux ciblées. Mais oui, continuer, il faudra le faire. Ça sera décidé dans les prochaines semaines ? Oui. On passe d'une année à l'autre. Quels sont les grands enjeux pour vous en 2021, pour les Bruxellois et pour la région bruxelloise ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que l'enjeu premier, c'est de sortir du marasme dans lequel on est. Tant qu'on n'en sera pas totalement sorti, je pense que ce sera difficile de développer des projets à moyen ou à long terme. Maintenant, il y a des projets qui continuent à courir, que ce soit le musée d'art moderne et contemporain avec l'obtention du permis. Il y aura prochainement, je pense que ma collègue Nawal Benamou présentera le plan d'urgence du logement. Donc, tout ça est aussi en partie lié à la crise que nous connaissons et qui n'a fait qu'amplifier une situation déjà très, très délicate au niveau du logement. Donc là, il y aura des mesures fortes qui seront annoncées. C'est le développement, je dirais aussi, de toute une série de mesures. Le fait de prévoir des mesures en matière de mobilité, comme la zone 30 généralisée. Donc, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de projets qui sont un petit peu, je dirais, qui tournent au ralenti, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, on aura la gratuité de la STIB pour les jeunes ? Ah oui, ça c'est prévu. À quelle échéance ? C'est prévu pour la rentrée prochaine. Alors, on est aussi dans une situation économique difficile pour un certain nombre d'entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni. Est-ce que le Brexit vous fait craindre là aussi des pertes d'emplois en région bruxelloise ? Peut-être
Moins que Bruxelles sera moins impactée certainement que la Flandre et en partie la Wallonie. C'est surtout la Flandre qui était en première ligne. À Bruxelles, je dirais peut-être pas tellement de l'emploi direct parce qu'on a souvent les sièges sociaux des entreprises sur le territoire bruxellois, les sièges d'exploitation étant situés ailleurs. Donc je ne crains pas trop pour l'emploi. Je pense que ce sera relativement anecdotique pour Bruxelles. Mais bon, voilà. Ceci dit, le Brexit en soi est, je dirais, le contre-exemple de ce que devrait être la construction européenne. Donc, je dirais que ce n'est pas bon en termes d'image. On quitte un instant l'économie, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on revienne sur cette soirée du 31 décembre où il y avait évidemment l'application des mesures Covid-19 dont on a parlé, mais il y avait aussi toute une série d'autres opérations de maintien de l'ordre qui ont dû avoir lieu, notamment avec des feux d'artifice, mais aussi des départs d'incendie, des voitures incendiées. Il y en a une vingtaine, je pense, en région bruxelloise. C'était aussi l'occasion de faire fonctionner le centre de crise de la région bruxelloise. Il a bien fonctionné. Est-ce qu'une vingtaine de voitures incendiées, c'est un bon bilan? C'est jamais un bon bilan, mais si on compare aux autres années, ça a plutôt été calme sur le territoire bruxellois. Moi, j'ai suivi ça, je dirais, je ne vais pas dire minute par minute, mais quand même, j'étais tenu informé en temps réel de ce qui se passait. On a cru à un moment donné que ça allait effectivement devenir compliqué, et puis en milieu de soirée, curieusement, heureusement d'ailleurs, les choses se sont calmées et je m'attendais à des débordements, je ne le cache pas, après minuit. En fait, il n'y en a quasiment pas eu. Donc, je dirais que le bilan est positif, malgré tout. Donc, même si je peux comprendre que celui qui a eu sa voiture incendiée ne soit pas content de la situation. Mais si on regarde globalement en termes de chiffres, c'est plutôt positif. Et le centre de crise a très très bien fonctionné. Il fonctionne déjà, je dirais, à plein régime avec les sommets européens depuis un certain temps. Donc, l'outil a fait ses preuves. Peut toujours être amélioré à la marge, mais ça fonctionne effectivement très bien et avec des technologies qui sont vraiment à la pointe. Oui, ça n'empêche pas le débat de revenir régulièrement sur la fusion des zones de police à Bruxelles. Ça veut dire que le centre de crise ne démontre pas que cette fusion est inutile pour les non-bruxellois. Oui, mais enfin, là, quand vous avez face à vous des personnes qui considèrent que c'est comme ça et pas autrement, même de manière irrationnelle, ça ne sert à rien de discuter. Je pense que ça fait partie des symboles que d'aucuns veulent imposer à Bruxelles. J'ai encore vu ça récemment lorsqu'on a discuté, on a évoqué la 7e réforme de l'État. C'est assez curieux d'ailleurs où le ministre de la Justice a dit « le prix à payer sera la fusion des communes ». Le prix à payer par qui? C'est quand même assez étonnant que Bruxelles doive payer le prix d'un accord entre la Flandre et la Wallonie. Ce sont les vieux réflexes qui sont vraiment dépassés. C'est vraiment dommage que des personnalités politiques de la jeune génération fonctionnent avec des vieux réflexes. Ouais, une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Bruxellois cette année? Le calme et la sérénité. Je pense qu'on a besoin de ça. La sérénité surtout. C'est enfin entrevoir l'avenir de manière apaisée et positive. Merci beaucoup, Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, d'avoir été notre premier invité pour cette année 2021. Merci à vous.